de la réussite de la cinquième branche. Là, on a besoin d'un financement pérenne, organisé à l'avance, pas d'expédients comme les journées de solidarité ou une taxe proportionnelle sur les successions, etc. Et en même temps, qui ne pèse pas trop sur le coût du travail et l'attractivité économique de notre pays. Alors, le mode de financement idéal dépend du contexte économique et social. Si on était dans une société équilibrée d'épargnants du cycle de vie où le poids des retraites et les inégalités de patrimoine étaient limitées, le financement devrait se faire sur la base la plus large possible, c'est ce que dit la théorie, donc sur tous les revenus, des plus jeunes aux plus âgés. Mais notre contexte est très différent pour au moins trois raisons qui impliquent les rapports entre générations et les relations entre retraite et dépendance. Le niveau de vie moyen des retraités, le premier, est supérieur à celui du reste de la population et le poids des retraites est élevé. Deuxième raison, en termes de patrimoine, on a la règle des 3,60 si le patrimoine est correctement réévalué. Les seniors, 60 ans et plus, possèdent 60% du patrimoine non financier, d'abord immobilier, mais aussi 60% du patrimoine financier. En outre, cette épargne financière des seniors est inerte, quasi-liquidité, fonds en euros, et elle n'a fait qu'augmenter pendant le Covid et sert peu pour les investissements productifs de l'économie. En plus, il y a de fortes inégalités de patrimoine au sein des seniors qui sont en train de se creuser. La troisième raison, peut-être la plus importante, c'est qu'on leur demande beaucoup. Ils devront travailler plus longtemps, en dépit d'un marché de l'emploi senior dégradé, pour payer les retraites aujourd'hui. En particulier celles des baby-boomers. Bon, les baby-boomers, c'est ceux qui ont eu 20 ans avant la fin des années 70, dont l'espérance de vie est élevée et la durée de retraite elle-même élevée, car ils sont partis tôt à la retraite. Alors, si l'on veut garder une retraite généreuse dans notre pays, ce qui, à mon avis, est un acquis primordial, il faut donc le principe du financement repose sur un effort partagé entre les générations, comme je le décris plus en détail dans mon livre Nos sociétés du vieillissement entre guerre et paix. On peut reprendre ici la phrase d'André Renaudin, directeur général d'AG2R La Mondiale, que j'applique seulement au financement de l'assurance publique obligatoire. La mutualité des retraités a globalement les moyens de financement du coût de la perte d'autonomie. Donc, en gros, l'idée, c'est que actif, je cotise pour ma retraite, retraité, je me prépare au risque de dépendance. Sur le mode de la répartition, et c'est d'autant plus qu'on peut diviser la période de retraite en deux périodes, la période du senior robuste avant 75 ans à peu près, et la période du senior fragilisé ou en perte d'autonomie. Donc, en gros, l'idée, c'est que le troisième âge finance le quatrième âge. Donc, les cotisations dépendance vont être plus élevées que celles qu'on aurait si la mutualisation était plus large sur l'ensemble des actifs et des retraités. Mais je propose aussi des cotisations sur le stock de patrimoine. Alors, ça n'est pas un ISF dépendance, mais ça n'a pas non plus les défauts de l'ISF dépendance, que relevait en particulier Emmanuel Macron, dans le fait que l'ISF frappait des patrimoines jeunes et dynamiques en phase de constitution. Alors, cette réforme serait bonne pour le coût du travail, qui ne serait pas impacté. Elle donnerait la confiance aux seniors qui, par leur cotisation, savent que leur dépendance sera assurée et pourrait conduire à moins d'épargne de précaution de leur part. Ce serait aussi une incitation à la donation pour les seniors aisés pour éviter la cotisation sur le patrimoine et ça permettrait aux baby-boomers de participer pleinement au financement de leur dépendance.